Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Dans notre édition de ce mercredi 5 octobre, il sera question de réunion entre Pôle emploi et employeurs, de parenthèses artisanales et gastronomiques, du salon préparé et bien vivre sa retraite, du raid landais, côté compétition et côté organisation, du rugby féminin avec les pachydermes, et nous finirons par le Quicksilver Pro. Au Pôle emploi de Saint-Vincent-de-Tyrosse s'est déroulée une réunion où étaient conviées des entreprises afin de les informer sur le nouveau dispositif mis en place cette année. Dispositif qui aide et accompagne les employeurs à mieux comprendre le système de recrutement pour arriver à diminuer le taux de chômage, mais aussi à favoriser les reconversions professionnelles des demandeurs d'emploi. Un nouveau dispositif a été mis en place en ce qui concerne les entreprises. Depuis bientôt un an, Pôle emploi les accompagne afin de faciliter les recrutements. On est dans le cadre d'une convention qui a été signée en début d'année pour renforcer nos liens avec la Chambre des métiers. Objectif, développer la formation, sécuriser les recrutements, notamment les recrutements en termes d'apprentissage, et aussi accompagner ces jeunes artisans, pour la plupart ou souvent, dans leur recrutement, leur expliquer aujourd'hui qu'on peut créer de l'emploi, qu'on peut former des demandeurs d'emploi, qui peuvent travailler pour sécuriser aussi les parcours professionnels ou travailler sur la reconversion professionnelle. Donc ça, c'est essentiel aujourd'hui. Des aides importantes qui offrent un gagne-temps pour ces employeurs, surtout dans le domaine administratif. C'est un vrai labyrinthe et le terme est malheureusement exact. L'avantage, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'aides, beaucoup de dispositifs. Ça change énormément, c'est très fluctuant. Vous voyez par exemple le plan 500 000 sur les formations, ça c'est un enjeu majeur. Et puis toutes les mesures à l'embauche, les emplois d'avenir, les contrats aidés. Et c'est vrai que pour un employeur aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir sur quoi je dois aller chercher. Quelle est la meilleure mesure pour moi, pour mon entreprise, etc. Et un demandeur d'emploi qui avait créé son entreprise me disait il y a quelque temps, quand c'était pour moi, m'occuper de moi, créer mon entreprise, je savais faire. Il dit aujourd'hui, recruter un salarié ou mon premier salarié, j'ai pas le temps et je suis perdue et c'est un pas pour moi. Et on sait que c'est essentiel, un recrutement économiquement, la ressource humaine, c'est très important. Donc il faut qu'on puisse être en amont aussi, leur apporter ces informations et qu'ils puissent savoir à quel moment nous appeler, nous contacter pour qu'on puisse leur donner toutes ces informations. Ça nous aide à recruter du bon personnel. C'est plus facile, ils nous dégrossissent beaucoup le travail. Après, on a le choix entre 4-5 personnes et voilà, on sélectionne. Il y a 15 jours, j'ai encore rappelé parce que j'avais encore besoin de personnel et on est en train de lancer les recherches avec Pôle emploi. Voilà. Ça nous enlève beaucoup de travail administratif. Un accompagnement également pour les demandeurs d'emploi qui souhaiteraient se reconvertir. Nous avons mis en place des formations adultes. Les CFA ont ouvert leurs portes aux formations aux adultes. Ça, c'est vraiment une avancée très importante. Et nous nous sommes mobilisés aussi financièrement pour prendre en charge la totalité du coût de ces formations. Donc ça, c'est vraiment un effort aussi très important. Donc là, on a plus d'une centaine de parcours qui vont démarrer sur des métiers tels la pâtisserie, la mécanique auto, les fleuristes, les bouchers, tous des métiers qui sont en tension et dont on a besoin et qui répondent à des besoins de reconversion aujourd'hui de demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est vraiment un élément phare de notre convention et nous en sommes très fiers. Plusieurs entreprises ont donc répondu présent lors d'une réunion organisée par Pôle emploi pour témoigner et échanger sur ce nouveau procédé. Nous sommes tous très heureux, mais étonnés dans le bon sens du terme, qu'ils aient répondu présent. Et ça, pour moi, c'est un signe fort. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont des besoins. Il y a des choses qui se passent. Ils prennent du temps et leur temps est précieux sur leur temps de travail. Ils prennent du temps pour venir échanger avec nous, pour venir s'exprimer. Et ça, je trouve que c'est un signe fort à un moment donné. Ça veut dire qu'ils ont aussi l'idée aussi de recruter, d'avancer et d'évoluer. Donc ça, pour moi, leur présence forte aujourd'hui est un signe très positif et j'en suis vraiment contente. Viande bovine labellisée et certifiée, le bœuf de Chalosse, très prisé des restaurants gastronomiques, est une véritable fierté pour les éleveurs. À l'occasion des parenthèses artisanales et gastronomiques qui se sont déroulées du 23 au 25 septembre au Parc des Arènes de Dax, le public a pu redécouvrir cette race lors de la dernière journée qui lui était entièrement consacrée. Pour la première année des parenthèses artisanales, le bœuf de Chalosse était mis à l'honneur.
Ce bœuf de Chalosse, c'est déjà un terroir, un territoire dans lequel on a un savoir-faire qui est d'ailleurs juste derrière moi, avec de nombreux éleveurs et notamment les artisans bouchers qui valorisent une filière de viande et voilà, avec un savoir-faire particulier reconnu notamment dans la gastronomie au niveau national, avec des bouchers qui sont donc dans un réseau de distribution exclusif de bœuf de Chalosse. Et donc voilà, on est vraiment sur un produit des Landes, de la Chalosse et de haute qualité. Dans le but de cette journée, un concours de boucherie était organisé pour faire découvrir les techniques de préparation de cette viande. J'ai contacté quelques jeunes apprentis prometteurs qui sont venus aujourd'hui, un dimanche, pour montrer leur savoir-faire et se mettre un petit peu en difficulté dans un concours comme on peut les trouver en boucherie traditionnelle. Au début, on nous a demandé de faire une tranche grasse, de la désosser, puis de l'éplucher et pour finir de ficeler en tourne d'eau et en rôti de bœuf. Ça a duré 2 heures, on a commencé à 10 heures et on devait finir au plus vite. On avait 11h30 comme temps pour finir. On évaluait différentes épreuves techniques. D'abord le désossage, le parage, l'épluchage, ce qui est très important en boucherie. Il faut enlever les nerfs pour pouvoir manger le rôti de bœuf qui reste tendre. Ensuite, il y avait une épreuve de ficelage, différentes techniques de ficelage. Et on a évalué également du décor et de la présentation. En fait, apparemment, on a tous eu notre point fort. Moi, c'était sur le désos. Moi, sur l'épluchage. Et moi, le ficelage. L'épluchage, j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai eu du mal sur le ficelage. J'ai dû refaire 2 fois un rôti, donc j'ai perdu du temps. Moi, surtout pour mettre les bardes autour des rôtis et des petits tournes d'eau. À l'issue du concours, un gagnant a été désigné. Cependant, pas de perdant, mais 2 ex-aequo à la seconde place. J'ai beaucoup stressé, mais bon, après, la tension redescend au fur et à mesure. Et quand on m'a dit que c'était moi le gagnant, j'étais très fier de moi et voilà. Ils sont encore en formation, faut mettre un peu de pédagogie. Le premier est déclaré vainqueur, les autres sont déclarés ex-aequo. Ça a été quand même un niveau avec une qualité d'exécution supérieure par rapport à ce qu'on aurait pu voir. Bravo à eux et félicitations. Je pense que pour nous 3, on a le même objectif, c'est le meilleur apprenti de France. Et là, on verra qui sera vraiment le meilleur et bonne chance. Bonne chance. Lorsque l'heure de la retraite approche et des questions se posent pour répondre aux futurs retraités, les organismes de retraite ont organisé un salon Préparer et bien vivre sa retraite. Après Bordeaux et Pau, le salon se tenait pour la première fois dans les Landes à Souston. Regardez. La retraite, cela peut paraître fastidieux, mais en réalité cela peut être aussi très simple si cela est bien préparé. Pour cela, rien de mieux qu'un salon avec tous les organismes de retraite présents pour répondre à ces questions. L'idée de ce salon retraite, Préparer bien vivre sa retraite, qui est organisé en interrégime avec l'ensemble des régimes de base et complémentaires qui interviennent sur la région, c'est de proposer aux personnes qui viennent, qui se posent des questions sur leur retraite, un conseil, une estimation du montant de leur future pension, une explication sur les démarches à réaliser au moment où ils choisiront de partir en retraite, une estimation de l'âge et également des conseils pour bien préparer cette étape et ces démarches. Une démarche volontaire, en effet, car aujourd'hui la retraite n'est pas un droit automatique, il faut en faire la demande auprès des 2 types d'organismes correspondant à sa carrière. La retraite, elle se divise en 2 parties. Une partie de régime de base, ça c'est votre organisme de sécurité sociale de base qui l'assure, donc la CARSAT, le RSI, la MSA, la CNRACL selon votre statut au cours de votre carrière. Et une deuxième partie, c'est le régime complémentaire, tel que la GIRC-ARCO et l'IRCANTEC, qui assure le versement. Donc il faut constituer 2 dossiers auprès de ces 2 types d'organismes pour constituer à la fin ce qui va faire votre revenu au moment et tout au long de votre retraite. La CARSAT Aquitaine traite les demandes de retraite de tous les assurés qui ont cotisé au régime général, voilà, de droit privé, salarié, on va dire. Le RSI traite les demandes de retraite des indépendants. La MSA traite les dossiers de retraite des salariés et exploitants agricoles.
La CNRACL traite les demandes de retraite des personnes qui ont été dans la fonction publique territoriale. Donc il faut déposer un dossier dans chaque régime auprès duquel on a cotisé pendant sa carrière. Parfois, les personnes qui ont cotisé dans plusieurs régimes vont devoir déposer plusieurs dossiers. C'est important de s'assurer que l'organisme qui va vous payer la retraite a bien toutes les informations pour calculer votre droit à la fin. Alors c'est essentiellement souvent les bulletins de salaire et les attestations employeurs. Quand ils sont manquants, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grosse partie de votre activité professionnelle qui remonte automatiquement dans les bases de données des régimes de retraite. C'est automatisé, mais il y a des périodes qui peuvent manquer parce que l'employeur n'aura pas fait la déclaration ou parce que ça remonte à une époque où ces systèmes n'existaient pas encore. Une fois que la carrière elle est reconstituée, j'ai envie de dire que la démarche est assez simple. Il faut remplir un dossier avec des pièces justificatives, c'est moins compliqué. Et à Souston, les visiteurs étaient nombreux, venus parfois de loin pour se renseigner. Eh bien, je suis là, pas pour moi, c'est pour mon épouse qui aura 60 ans l'année prochaine, pour savoir quelles seront les démarches à faire et si le dossier est complet. C'est pour voir comment ça va se passer, simplement un peu de curiosité, puis en même temps, voilà, pour essayer d'accélérer un peu le mouvement. Pour compléter ce salon, l'association de santé, d'éducation et de prévention sur les territoires était présente également pour s'assurer que chaque nouveau retraité prenne soin de soi et débute au mieux cette nouvelle étape de vie. Nouvelle édition du Redlandais avec cette fois un deuxième parcours qui a sollicité bon nombre de sportifs. Compétiteurs ou non, ce nouveau raid bien moins long qu'à l'accoutumée a su offrir aux coureurs un moment de découverte et de partage. Plusieurs épreuves attendaient les sportifs avec pour décor nos paysages landais. Images. Une nouveauté est apparue lors de la 14e édition du Redlandais. Déjà connu pour son grand parcours à toute épreuve, cette année, les organisateurs ont proposé un deuxième circuit adapté à tous. Plusieurs équipes se sont donc testées à ce nouveau challenge, réalisant tout de même de multiples épreuves. On découvre toutes les spéciales qui sont typiques d'un raid, mais un petit peu plus faciles. Donc le costering est coupé de moitié pour pouvoir leur faire goûter à la plage, à notre spécialité qui est la plage. Il y a le canoë, il y a du bike and run quand même comme tous les raids. La course d'orientation qui est quand même spécifique d'un raid puisque c'est de la lecture de cartes, mais sur un parcours un peu plus facile et plus court. Et donc la dernière spéciale qui est shuntée pour eux pour éviter que ça soit quand même trop long en distance. Il y a juste une adaptation du parcours en fait. Et c'est en binôme relayé par un assistant remplaçant qu'une vingtaine d'équipes ont parcouru 57 km, une manière de répartir plus facilement les efforts assimilés. Donc moi je suis le 3e assistant remplaçant et heureusement que j'étais que remplaçant parce que je ne pense pas pouvoir faire la totalité du raid aujourd'hui. Donc la formule de pouvoir rentrer, sortir pour le 3e, c'était génial. Voilà, c'était très bien, ça m'a permis de faire du sport aujourd'hui, sinon je pense que je serais resté sur le canapé. On s'est partagé un petit peu les épreuves, un petit peu chacun son tour en fonction de ses affinités VTT, roller ou canoë. Voilà, on aime bien faire plutôt une chose qu'une autre. Et on peut rencontrer les amis, on peut discuter un petit peu, manger un petit peu de cœur de canard. Pendant que les deux autres ils rament quoi. Voilà, pendant que les deux autres ils font le bike and run. Ou le roller. Hein. Le côté intéressant, c'est que le découverte, il permet à ceux qui ne sont pas forcément prêts de faire une longue épreuve de pouvoir s'aligner sur ce genre d'épreuve, et en même temps ceux qui ne sont pas trop entraînés de pouvoir faire cette épreuve un peu light. Un raid découverte qui porte bien son nom et qui permet à ces sportifs de passer de bons moments. L'esprit général d'un raid, il y a quand même de la compétition parce qu'on veut être toujours, on veut toujours qu'il y ait un vainqueur. Mais l'esprit quand même est de se faire plaisir, de faire cette multi-activité enchaînée. Donc encore plus dans une découverte, il y a encore moins de compétition. Il y a un vrai esprit, une vraie convivialité dans une découverte. Oui. C'était royal, on n'est pas tombé, il est tombé. Mais on a fini je pense dans les 2 premiers. Je pense qu'on est qualifié pour les finales européennes, c'est ça ? Ouais, je pense les finales européennes la semaine prochaine à Los Angeles. Je pense que c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà, donc là on a fait les minima, je pense, on est rentré dans les temps.
On est hyper fiers de nous, hein, ça nous a transcendés. Et on attend la nouvelle épreuve maintenant, je ne sais pas ce qu'il reste. C'est très bien et ça donne envie de le refaire. Les distances sont faisables, c'est correct, à son rythme, ça se fait tout seul. Non, c'est vraiment bien. Bien qu'il n'y ait pas de classement sur cette aventure, les premiers sont tout de même repartis avec le trophée. Un raid qui bien sûr demande une organisation titanesque pour offrir à ses participants une journée agréable et sans anicroche. Entre les postes spécifiques des bénévoles et les aléas du direct, découvrez l'enfer du décor qui fait que chaque année le raid landais reste un succès. Pour l'édition 2016, le raid landais a réussi à mobiliser 90 bénévoles. Un chiffre important pour cet événement qui rassemble chaque année de nombreux participants. Une journée qui demande alors une sacrée organisation gérée par l'association La Confrérie des Coups d'Agile. Chaque bénévole a un poste bien identifié, donc on trouve sur l'organisation, on a des commissaires de course qui sont en fin ou en début de course ou en milieu de course. Vous enlevez les chasubles, prenez le canoë, vous pointez avant la mise à l'eau. Vous allez pouvoir remonter là tranquillement. On prend le bitume, on redescend le long des magasins et sur la gauche il y a le parking, là où vous attend votre équipage. Merci monsieur, avec le micro. De rien et bon courage. On a ensuite les points de contrôle, donc ils sont des bénévoles qui sont un petit peu sur le parcours pour marquer où en sont les raideurs et s'ils sont bien passés à tel point, etc. Ensuite on a des gens au ravitaillement. Donc c'est important ça aussi. On a des bénévoles qui distribuent des cartes, que ce soit les cartes IGN ou les cartes d'orientation. Ensuite on a aussi recours à la sécurité, la sécurisation des routes. On a aussi les assistants, tous les bénévoles qui gèrent les parkings des assistances. C'est-à-dire qu'on accueille l'assistance des concurrents. Donc en fait on organise les parkings quoi. Circulation, parkage, etc. On a la protection civile aussi qui est là, la protection civile. On a un médecin qui vient là aussi, c'est obligatoire. Voilà. On a aussi des filles qui sont là à l'accueil le matin. Faut pas les oublier, elles se lèvent tôt. On vérifie les dossiers d'inscription. Pour certains, il manque le certificat médical. Ils ont les repas à payer pour ce soir. Ils nous donnent un chèque de caution de 100 € pour la puce et le matériel. Et ensuite, on leur donne leur poche, les dossards, les plaques de cadre, le règlement, le roadbook pour l'assistant. Et après, on les envoie chercher leur t-shirt et la puce pour marquer sur le circuit, là où ils passent. On a aussi une équipe, c'est pas la plus facile ou la plus sympa parce qu'elles ne sont pas sur le terrain. Ce sont les personnes qui tiennent la buvette et la restauration. Voilà. Être présent surtout lorsqu'il y a des imprévus. On a tout plein de situations à gérer, des situations auxquelles on ne s'attend pas du tout et qu'il faut gérer sur l'instant présent. Voilà. Donc ça peut aller d'un bateau qui coule, c'est arrivé qu'une fois, j'espère que ça n'arrivera pas d'autres fois, à une crevaison, voilà. Ça a dégonflé, crevé, c'est comment? Crevé, ouais. Ah, ça a crevé direct. Du coup, là, en fait, il n'y a pas de neutralisation de temps, ils perdent du temps et voilà. Donc soit ils peuvent continuer, et bon, voilà. Soit ils abandonnent, soit ils continuent comme ça, on les amène sur une autre épreuve, sur la suite, mais ils seront hors temps, quoi, en fait, hors classement. Voilà. Bon, l'idée, c'est qu'ils continuent. Hein. Mais leur assistance est déjà partie très loin, est déjà partie à l'autre point. Donc, Outre les problèmes matériels, le timing de la course peut également jouer des tours. À un moment donné, on s'est retrouvé avec les premiers raiders qui arrivaient à l'arrivée, j'avais pas d'équipe de sécurisation de route qui était encore arrivée sur ces points-là parce qu'ils étaient encore à un point précédent. Ils n'avaient pas pu le libérer puisque les derniers raiders n'étaient pas encore passés. Écoute, j'ai un petit souci et je pense qu'il n'y a que toi qui peux me sauver. Si je le présente comme ça, ça va passer. En fait, je t'explique. On a vraiment une grosse différence entre le raid découverte et les autres. Et j'ai Victor Lima qui est placé sur Chardine, tu vois. Et le truc, c'est que j'ai personne au rond-point de la mairie. Et j'aurais bien aimé que vous soyez deux à aller au rond-point de la mairie, tu vois. Mais oui, mais là, il y a déjà Manu qui part. Ah putain, ah oui.
Nous, on est déjà séparés. Ah, vous allez vous séparer là? Oui, nous, on se sépare. Bon, alors séparez-vous, je cherche d'autres bénévoles. Voilà, donc il faut gérer, trouver du monde au dernier moment, qui c'est qui est libre, donc il faut savoir à peu près qui est disponible, qui attend en doublant à tel ou tel endroit pour pouvoir se dépêcher, dépêcher quelqu'un surtout. Être sur tous les fronts pour résoudre quelques problèmes n'est finalement pas une chose facile, mais qui permet à l'arrivée d'offrir à tous une journée conviviale. C'est vrai que tout ça, ça ne peut marcher que parce qu'il y a un bon esprit, de l'entraide et beaucoup de franche rigolade, même si parfois il y a de la tension parce qu'ils sont dans la course, parce que c'est quand même une petite compétition et qu'ils se surpassent et qu'il y a du speed. Mais il faut que nous derrière, on fasse tout pour que ça se passe au mieux et qu'ils ne sentent pas un petit dysfonctionnement qu'il peut y avoir à un moment donné ou à un autre. Je remercie tous ces bénévoles, sans qui le RAID ne pourrait exister, donc merci à eux. Rugby, avec les pachydermes, les féminines évoluent en Fédéral 1 et ont débuté leur saison dimanche dernier face à une des grosses équipes, le Stade Bordelais. Elles vont courir vite, on va les agresser de suite, un suivant. Elles sont peut-être rapides, mais nous on a la force. On est les plus fortes, on va y aller. Ok ? Le ton était donné dans les vestiaires avant le coup d'envoi de ce premier match de la saison pour les pachydermes. Sur leur pelouse, les Hermoises recevaient les Bordelaises en blanc avec la ferme intention de bien débuter la saison avec une équipe à rebâtir. Il y a eu pas mal de départs, de filles de qualité qui sont parties. Donc il a fallu reconstruire un groupe. On est parti avec un effectif sur lequel s'est greffé quelques nouvelles joueuses. Pas mal de cadettes sont montées. Après il y a de bonnes cadettes qui étaient en sélection qui ont dû partir dans des clubs au niveau supérieur pour conserver leur sélection. Donc c'est vrai qu'il a fallu travailler pas mal sur les formes de jeu, les lancements de jeu, tout ce qu'on avait à faire. Mais les filles se sont donné les moyens quand même. On a fait un gros travail de prépa physique puisque c'est la première chose qui importe par rapport à notre jeu, puisqu'on essaie de déplacer au maximum le ballon. Et après, il y a eu le retour de quelques filles aussi. En manque d'automatisme dans ce premier match, les Pachys ont commis trop de fautes face à des adversaires bien en place. Je pense que c'est une des meilleures équipes qu'on ait rencontrées sur ces 3 dernières saisons. À part peut-être l'an dernier Villelonguet en demi-finale, où il y avait d'anciennes Perpignanaises qui descendaient de top 8. Mais là, non, là c'est des filles qui sont toutes en sélection U20, qui sont à la base du stade bordelais qui a l'ambition de monter. Non, là c'est un niveau de jeu qui est dur, parce que les impacts sont forts, les filles jouent vite, jouent juste. Il y a une gamine, Andrea Martial, qui est en équipe de France à 15, qui est championne d'Europe à 7 avec l'équipe de France. Non, c'est vraiment un jeu, c'est une belle équipe. Menés 9-25 en milieu de seconde mi-temps, les pachydermes se sont ressaisis et ont repris le jeu à leur compte, franchissant par 2 fois la ligne d'en but adverse. On a arrêté de parler, on s'est plus reconcentré sur le jeu, quoi. On a arrêté de discuter, de se remettre la faute les unes sur les autres. Et voilà. Ça a joué devant, on a fait le taf, on a joué, on a écarté, ça a marqué. On s'est quand même vraiment pas mal débrouillé. Au final, les Hermoises se sont inclinées de 6 points, 19-25, mais avec toujours l'ambition de monter en championnat Armelle-Auclair, la seconde division féminine. Ça fait 2 ans qu'on le rate, voilà. Après ça fait peut-être présomptueux, mais voilà, ne pas se qualifier, ne pas se qualifier, ce serait vraiment désastreux, voilà quoi. Et si c'est pour se qualifier, c'est pour monter quoi. Prochain match pour les joueuses d'Hermes, le 23 octobre, dans le Lot-et-Garonne, face à l'US Néraquez. Le Quicksilver Pro a démarré hier. Je vous propose de partager les premières vagues ensemble.
from California, USA, and Kenny Razing from Hawaii in white. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous retrouve vendredi sur TV Land pour un prochain journal. Bonne journée.